Salut à toi, dans cette vidéo je vais te présenter une tier list qui va te permettre de bien démarrer la calisthénie, de bien progresser en calisthénie, que tu sois débutant complet, un peu plus débutant ou intermédiaire, voire même avancé. Je pense que tu pourras en tirer quelque chose car elle va te permettre de comprendre ce qui est vraiment important pour attaquer tes objectifs, pour attaquer tes fondations ou des figures plus avancées. Je pense que tu vas pouvoir comprendre pas mal de choses sur base de cette tier list, donc quels sont les exercices les plus pertinents à travailler, forcément quels sont les objectifs les plus intéressants à travailler en fonction de son niveau. C'est pas toujours évident de faire une tier list parce que ça va dépendre vraiment finalement de tes objectifs. Donc de ton niveau, un débutant c'est pas forcément un débutant A, c'est pas forcément un débutant B. Certains ont déjà 10 tractions en commençant, d'autres pas du tout. Ont quasiment un front lever en commençant, même pas un tuck. Donc vraiment ça va dépendre énormément. Et puis des objectifs, est-ce que tu veux être plus polyvalent, est-ce que tu as vraiment envie de débloquer absolument ta planche et ton front lever, ou alors est-ce que tu préfères d'abord maîtriser ton handstand et être un petit peu plus progressif dans l'approche. Mais on va quand même considérer que tu es un débutant moyen, lambda, pas forcément hyper doué, pas forcément non plus avec la plus mauvaise génétique. Et aussi, tu n'as peut-être pas non plus 18 ans avec temps illimité, zéro contrainte pour t'entraîner. Tu as peut-être 2-3 séances par semaine à disposition, pas forcément tout le matériel du monde, pas forcément la meilleure récupération. Et donc, il va falloir prendre ça en considération. Et cette tier list va pouvoir nous permettre de se concentrer sur l'essentiel, ce qui est vraiment important aussi. Et voir si tu as justement plus d'opportunités, peut-être que tu peux travailler certains autres éléments et donc on essaiera de nuancer tout ça. Une question importante qu'on va se poser avant de classifier les exercices, c'est qu'est-ce qu'un bon exercice au final? On va considérer plusieurs points, donc la pertinence de cet exercice vers nos objectifs, voir si c'est des objectifs qui sont pertinents aussi à travailler, le rendement de cet exercice, donc le retour sur investissement, le stimulus-fatigue ratio par rapport à nos objectifs, la praticabilité et la faisabilité de l'exercice, les gains en force et en hypertrophie, peut-être le risque de blessure et d'autres facteurs. J'oubliais, on va voir les exercices de calisthénie au poids du corps, mais aussi de renforcement, de musculation. Et c'est là que cette tier list va être intéressante parce qu'on va pouvoir vraiment englober tous les outils qu'on aura dans un plan d'entraînement, car se baser uniquement sur l'exercice poids du corps alors qu'on aura peut-être accès à des exercices de musculation n'est pas toujours la meilleure idée parce que parfois on aura peut-être, nous le verrons dans la tier list, plus intérêt à utiliser un peu de poids versus des exercices au poids du corps. Allez, c'est parti, on va analyser cette tier list sur base de ces exercices-là. On aurait pu en rajouter. On va avoir plusieurs catégories, même si certaines sont interconnectées. Donc il y aura tout ce qui est figure, donc les figures de force en général, le handstand, le muscle-up, la planche, le front lever, traction à bras, handstand push-up. Des figures un peu plus faciles comme le L-sit, le skin de cat. Ces figures, c'est aussi des éléments de force au final, donc c'est pour ça que c'est un peu interconnecté. Ensuite, il y a les exercices de force, mais qui peuvent aussi être des exercices d'hypertrophie, voire même une figure. Par exemple, si on ne sait pas faire une première traction, peut-être qu'on peut considérer la traction comme une figure, parce que la force, c'est un skill, donc ça s'entraîne un peu de la même manière, même si les formats en figure sont parfois un peu différents. C'est des progressions, c'est du tout ou rien, on peut pas y aller progressivement avec des charges vers ces exercices. Donc pour la force, on aura tout ce qui est pike push-ups, traction lestée, dips lestés, le squat, d'autres mouvements comme cela. Et pour l'hypertrophie, on aura tout ce qui est renforcement, les basiques au poids du corps, donc on peut aussi considérer les tractions et autres. Et on va inclure tout ce qui est lat pull down, biceps curl, triceps extension, pompe ou d'autres exercices. Commençons par les figures, on va attaquer la planche. La planche, c'est une grosse figure assez emblématique. Est-ce que c'est pertinent de travailler la planche quand on commence la calisthénie? De nouveau, en fonction de nos objectifs, je pense que si on est convaincu qu'on veut faire la planche, qu'on se lance le défi, qu'on est prêt à y accorder 5 ans d'entraînement, qu'on se sent quand même déjà un peu athlétique et déjà en bonne shape pour l'attaquer, voire même si on est un peu moins en bonne shape, mais est-ce qu'on est sûr qu'on veut la travailler? Est-ce qu'on peut la travailler directement? Je pense que oui, si c'est vraiment cet objectif et qu'on est convaincu, là on pourrait peut-être la classifier en en A tiers. Mais je pense que la majorité, de nouveau, si on se réfère aux pratiquants moyens, peut-être que ça demande quand même beaucoup d'implication d'entraînement, que c'est quand même assez exigeant, ça peut être décourageant aussi si on voit que la progression est lente. Donc peut-être qu'on n'aurait peut-être pas intérêt à la travailler directement et se laisser quand même l'opportunité de travailler des figures plus faciles ou de se construire plus facilement la base. Donc ça sera pas non plus le plus rentable aussi au niveau de ce qui va se transférer vers d'autres figures. Donc je la classifierais, je dirais en A. Je dirais en A, parce que si c'est notre objectif, clairement en S, forcément. Mais si c'est pas nos objectifs, en A. Dans cette vidéo, on va se baser aussi sur les progressions uniquement statiques. On va pas aller chercher
des progressions dynamiques, on va pas considérer tout ça. Après, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire, je pourrais te faire aussi une tier list sur tous les exercices pour la planche par exemple. Donc je la classifierai en A, de nouveau, si tu es vraiment spécialisé et que tu es sûr de vouloir la faire en S, clairement. Sinon, en A, de manière générale, c'est peut-être pas le meilleur exercice. Mais maintenant, même si tu n'es pas sûr de la vouloir et que tu la travailles, peut-être qu'en la travaillant, ça va aussi développer une bonne base. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas non plus si mauvaise que ça et si peu avantageuse que ça. Passons à la handstand push-ups. Est-ce que c'est pertinent de la travailler au début? Donc la handstand push-up, comme la planche, c'est quand même exigeant, mais peut-être quand même plus accessible. Je pense qu'il y a quand même plus de probabilité de réussite là-dessus, plus facile à court terme. Dans le processus, tu vas vraiment débloquer des qualités intéressantes. Un handstand, une poussée verticale. Donc, ça commence à être vraiment pertinent à travailler. De nouveau, question d'objectif, mais je pense que la handstand push-ups, elle va être assez rentable et en fait, on va pouvoir la considérer dès le début. Par exemple, on va pouvoir la travailler avec des box spike push-ups, avec d'autres exercices qui vont être assez intéressants. Honnêtement, moi je la mettrais bien en S tiers. Je pense que c'est vraiment un goal hyper intéressant. Même si on veut débloquer par exemple la planche, ça va être intéressant de la valider avant ou pendant en fait. Donc pour moi c'est quand même un très bel objectif à aller chercher à travailler. Le muscle up, donc figure très emblématique. Est-ce que c'est pertinent de travailler son muscle up dès le début? De nouveau, en fonction du nombre de tractions. Donc en général, la priorité sera sur les tractions avant un muscle-up, je pense. Donc il faudra peut-être aller chercher une dizaine de tractions, 15 tractions, 20 tractions, une traction lestée, comme on le recommande souvent, à 50% de son poids du corps, avant peut-être d'entamer ce travail du muscle-up. C'est aussi un mouvement un peu spécifique, donc finalement c'est quand même une transition particulière, donc c'est pas aussi général qu'une handstand push-up. Et une fois qu'on l'a débloqué, est-ce que c'est pertinent de le continuer? Si on fait du street lifting, du set and reps, oui. Si on veut travailler d'autres figures, pas vraiment. Donc moi je le mettrais pas spécialement en S tiers. Par contre c'est quand même très valorisant à travailler. Je le mettrais plutôt en A, le muscle up comme figure. De nouveau, c'est intéressant à valider au début. Je pense que c'est vraiment un mouvement emblématique, un quick win qu'on veut débloquer. Mais je le mettrais plutôt sur le A, honnêtement. Le front lever, est-ce que c'est pertinent de le travailler au début? Je pense que c'est comme la planche, mais peut-être quand même plus accessible. Donc il y a plus de chances que tu le réussisses de manière générale, que tu progresses plus vite dessus et que ça te construise ta base en même temps. Mais de nouveau, si t'es pas sûr, mieux vaut peut-être aller débloquer justement tes tractions, peut-être même ton muscle up, avant éventuellement d'attaquer ton front lever. Mais si ça se tient, pourquoi pas le travailler. C'est un super exercice, mais je le mettrai peut-être pas en S. De nouveau, si tu veux débloquer le front lever, on le mettrait en S, mais si c'est pas le cas, on le mettra en A aussi. Le skin de cat. Le skin de cat, donc c'est une progression assez intéressante. Parce que ça va permettre de travailler un peu ton front lever en même temps. C'est assez ludique, assez fun, donc tu vas essayer de faire un petit tour et progresser à travers ça. De nouveau, peut-être que tu y arrives déjà en fait directement. Donc si tu y arrives déjà, il n'y a peut-être plus besoin de le travailler. Maintenant, si tu n'y arrives pas et que tu as envie de te diriger vers des mouvements, en plus ça va travailler pas mal ton extension d'épaule, ça va développer pas mal de mobilité aussi, peut-être te conditionner à avoir les bras tendus, à te rendre plus fort sur certaines figures. À travailler même ta compression, ta flexion de hanche, donc aller chercher peut-être un travail aussi de L-sit grâce à ça. Donc en revanche, c'est un super exercice, mais je le mettrai pas spécialement en S parce que tu auras vite fait le tour de cet exercice-là. Une fois que tu l'auras unlock, je dirais. C'est pas un exercice que tu vas garder hyper longtemps et voilà, si tu travailles déjà la planche, le front, tu auras déjà normalement assez de conditionnement vers ces figures-là. Maintenant, ça peut toujours être intéressant dans cette optique de préparation et de développement du mouvement, mais je le mettrai pas forcément en S, mais je le mettrai quand même pas si loin que ça. Je le mettrai, honnêtement, le skin de catch, je le mettrai quand même en A. Je pense qu'il est quand même bien pour un débutant. C'est un exercice que j'aime programmer, qu'on ne voit pas si souvent que ça. Donc le skin de cat, un bon petit A. Le human flag, le drapeau, ça c'est aussi emblématique. Où est-ce qu'on mettrait ce drapeau? De nouveau, en fonction des objectifs, si tu es déjà prêt et tout, que tu peux le travailler, pourquoi pas le mettre plus haut. Mais de nouveau, moi c'est un mouvement que je ne travaillerai pas vraiment, je travaillerai plus ma planche, mon front lever qui me permettront de débloquer gratuitement celui-là, voire même ton handstand push-up et tes tractions te permettront à un moment de le travailler, de le débloquer assez rapidement.
En plus, c'est pas un exercice toujours très confortable, il demande un peu de mobilité. Donc je le mettrais peut-être en D, malheureusement. Mais de nouveau, si tu as déjà une bonne petite base, euh, tu pourrais aller chercher en S par exemple, voire en A. Ça pourrait être assez intéressant. Après, c'est le mouvement aussi que tu vas pouvoir faire peut-être une fois semaine et progresser dessus. Donc en vrai, à un moment, bah, tu pourrais plutôt facilement le caler. Le handstand, mouvement aussi emblématique qui apprend beaucoup de choses, qui est assez frustrant, mais qui, je pense, est assez intéressant à bosser, honnêtement. Le handstand, je pense que, voilà, si forcément on veut débloquer une handstand push-ups, il faut un handstand. Donc finalement, bah, c'est un peu la même lignée. Il va t'apprendre beaucoup de choses. Maintenant, à un moment, bah, si tu n'as pas vraiment d'objectif de handstand et que tu veux vraiment que des figures de force, peut-être que tu n'auras pas besoin de le travailler réellement, enfin tu auras peut-être besoin de le débloquer, mais sans vraiment t'attarder dessus et aller super loin. Après, bah, si tu veux faire du hand balancing, des progressions plus avancées, du handstand, du one arm handstand, ça peut être intéressant. Mais je pense que c'est vraiment un exercice qui est accessible à tous, qui est super valorisant. C'est génial, par exemple, voilà, il y a pas mal de personnes, même à 50, 60 ans, même si on n'est pas dans la meilleure forme du monde, on peut directement attaquer des progressions vers le handstand. Et je pense que ça nous apprend beaucoup de choses et c'est selon moi un super bon exercice. Cette tier list aussi, bah, tu auras compris, elle est un peu individuelle sur mon expérience et sur l'expérience des gens que j'accompagne en général en coaching. Ouais, donc franchement, moi le handstand, je le mettrais clairement en S. Ensuite, le L-sit. Le L-sit, franchement, c'est une figure assez cool à travailler au début. Voilà, on sent qu'on arrive à débloquer ce mouvement. Peut-être qu'on était en tuck L-sit, puis on arrive à faire un L-sit. Certains y arrivent directement. Mais après, une fois qu'on l'a débloqué, est-ce que ça vaut la peine de le travailler? Je pense pas vraiment. Donc, même si on veut peut-être se diriger vers un V-sit, mais c'est un peu comme le flag, c'est très très spécifique. Là, ça demande quand même plus de souplesse. Ça va peut-être nous entraîner un peu pour la press to handstand, mais il n'y aura pas vraiment de plus-value. Les bras tendus, oui, mais pourquoi pas faire de la planche directement ou d'autres mouvements en appui. Donc c'est pas un mouvement. Voilà, souvent on les cale encore dans des routines abdos en fin de séance, mais en fait ça sert pas à grand chose, voire même en début. Donc je pense que c'est un quick win. Je pense que c'est intéressant d'aller le travailler, mais en vrai, j'irai pas vraiment le travailler pour développer mon corps aussi. Peut-être un peu la compression avec d'autres drills, des pailles compression, mais le L-sit, franchement, je le mettrais pas très loin. Je le mettrais peut-être quand même en D parce que, voilà, pour certaines personnes qui ont un peu moins de facilité. Mais le L6, voilà, donc je le mettrais en C pour aller vraiment, si tu veux, si tu l'as pas, que tu veux le valider, pour bien démarrer et te donner une motivation. Mais après, je n'irai pas le bosser, je le remettrai en D une fois qu'on l'a validé, un petit peu plus loin. Le back lever, donc le famoso back lever. Où est-ce qu'on mettrait ce back lever? De nouveau, un peu dans la catégorie du flag et du L-sit. Tu vas pouvoir le débloquer en travaillant par exemple ta planche. C'est un peu un mouvement de poussée un peu plus extrême avec un autre angle. Ton front lever, si tu as des gros dorsaux, un bon tirage, une bonne force de base, tu y arriveras. Et en même temps, si tu le travailles trop vite et que tu n'as pas eu un passif de gymnaste avec une supination complète, etc., tu risques de... Voilà, le risque est quand même assez présent, mais tu vas pouvoir le travailler notamment avec le skin de 4. Donc voilà, en vrai, si tu travailles un peu ton skin de 4, j'aurais beaucoup plus d'intérêt à le travailler. Et après, bah, ton drawback lever, tu pourras le débloquer assez gratuitement. Et le travailler va te créer un peu de fatigue, te ralentir vers d'autres figures. Donc honnêtement, moi, j'aurais pas tendance à le mettre très très loin, ce back lever. Je le mettrais plutôt en D aussi. C'est pas vraiment un bon exercice. Mais si c'est ton objectif et que tu veux un win, on pourra le mettre plus haut. Mais il est quand même accessible. Mais voilà, je le trouve pas hyper intéressant. Il est plus risqué peut-être qu'un L-sit aussi au final à bosser. Donc je le travaillerai pas vraiment. Un muscle-up aux anneaux. Donc un muscle-up aux anneaux. Pourquoi est-ce que je l'ai mis? Parce qu'il est parfois plus accessible qu'un muscle-up bar. Un muscle-up bar demande 10-15 tractions. Un muscle-up aux anneaux peut se faire un peu en dessous. Mais il est quand même assez spécifique aussi, assez technique. Il est chouette. Ça permet de valider ces compétitions pour les filles de pouvoir entrer en compète. Et donc ça, en 2 street lifting par exemple. Et après même chez soi, ça nous permet d'enchaîner quelques routines et d'autres exercices assez cool à faire. Mais de nouveau, c'est pas un exercice qui va vraiment développer plus de qualité que ça. Il peut être assez contraignant quand même aussi pour les coudes avec le full grip, les transitions. Et une fois qu'on l'a débloqué, il n'y a plus vraiment besoin de le travailler, de le perfectionner. Donc je le mettrais, il est moins emblématique et moins polyvalent qu'un muscle-up bar aussi. Je le mettrais un peu en dessous, plutôt vers le C. Je pense que ça peut être intéressant à travailler, mais c'est pas vraiment la figure que j'essaierai de bosser honnêtement.
Donc je la mettrais plutôt croc. Je vais plutôt le mettre aussi dans les planches bras pliés. Donc la pseudo-planche par exemple qu'on peut voir souvent. Est-ce qu'elle est intéressante à travailler ou le croc là à une main par exemple, ça peut être aussi un quick win quand on commence. Donc de nouveau une petite figure accessible d'entrée, mais j'essaierai pas vraiment de la travailler, sauf si de nouveau on a un objectif principal de planche et qu'on veut faire des transitions. Mais alors je travaillerai pas le croc, je travaillerai vraiment la bent arm planche bras pliés. Elle est souvent sous côté. J'adore vraiment cette progression là en advanced tuck par exemple ou en straddle. Ça permet vraiment de comprendre les positions des jambes, mais je la mettrai pas très loin parce que, enfin de nouveau, si on bosse pas vraiment directement la planche d'entrée, pour quelqu'un qui commence, je la mettrai vraiment pas très loin. Donc je la mettrai plutôt en D. Elle est pas très rentable à bosser. C'est de nouveau, on a plus intérêt à aller se focus sur d'autres genres d'exercices. Le Dragon Flag, là par contre, ça commence à être assez intéressant. Pour l'hypertrophie des abdos, ça va pas être le plus important parce qu'on a quand même une position toujours raccourcie, on va dire. Mais elle nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend vraiment à serrer ses jambes, à garder une rétroversion du bassin, à regarder devant soi, à rester aligné. Elle va travailler un peu nos dorsaux, notre flexion, notre extension. Et vraiment cette connexion haut du corps, bas du corps. Donc franchement, c'est assez intéressant et c'est un super prérequis pour le front lever. Donc si on veut un full front lever, on a quand même intérêt à avoir un Dragon Flag, même si les deux vont se travailler de manière synergique. Maintenant, si on veut pas spécialement travailler son front lever, bah là, il va peut-être passer un petit peu en dessous, mais bon, le front qui est quand même assez intéressant à travailler. Et le Dragon Flag sera un peu un prérequis pour le travailler. Donc honnêtement, moi, le Dragon Flag, je pense que je le mettrai quand même assez loin, assez haut dans la liste, parce que ça sera peut-être plus intéressant à travailler que les sites. Et c'est une manière assez fun de travailler les abdos. Donc franchement, le Dragon Flag, je trouve que c'est quand même assez chouette. Et puis c'est aussi une figure un peu emblématique et c'est aussi un quick win. Donc je le mettrai entre le B et le A. Entre le B et le A. Mais je le mettrai quand même en A. Allez, on va lui donner une belle image à ce Dragon Flag. Même si quand il est mal réalisé, ce Dragon Flag, il n'est pas super utile. Donc c'est la condition. C'est qu'il faut réussir le travail de la bonne manière. La traction à un bras, est-ce que c'est pertinent quand on commence ou qu'on se lance dans le sport? Elle est quand même assez exigeante. Si on travaille avec des progressions directement dessus, c'est possible, mais on aura peut-être plus intérêt, notamment à travailler, qu'on verra plus tard, peut-être une traction lestée avant d'attaquer traction à bras. Très fort en traction, peut-être qu'elle est encore plus difficile qu'un front lever. Ça dépend un peu des profils, mais en général, elle est quand même assez difficile, assez traumatisante aussi. Donc je la mettrai pas très loin, la traction à bras, malheureusement, même si c'est très chouette. Mais pour quelqu'un de plus expérimenté qui a ça pour objectif, là, elle pourra bien surmonter dans les priorités. Mais au début, je la mettrai vraiment pas très loin. Donc considérons ça plutôt comme un D, malheureusement, la traction à bras. Même si c'est un très chouette mouvement, je pense qu'on peut l'avoir en tête. On peut l'avoir en tête, mais pas dans le plan pour commencer. Au niveau de la force, donc ça peut aussi être un peu des figures comme je disais. Donc la pike push-up, on peut pouvoir la considérer comme une progression vers la handstand push-up. Donc pour moi, dès que vous travaillez des box pike push-up, vous travaillez déjà avec votre handstand push-up. Mais vous allez la travailler peut-être en optique de développement de force, 3 reps, 5 reps, lestés, même peut-être 8 reps si besoin. On travaille aussi la force avec ce format. Donc la pike push-up, vraiment super intéressant, parce qu'elle permet de nous comprendre vraiment cette position. Elle est super accessible, elle est super polyvalente, même si on n'a pas beaucoup d'exercices à disposition. Donc elle est très chouette. Maintenant, elle est quand même technique. Donc c'est un petit peu le désavantage, c'est que la pike push-up, elle est quand même assez technique. Mais quand on commence, je pense qu'il faut la maîtriser en fait. Donc pour moi, c'est quand même une priorité. Mais une fois qu'on l'a maîtrisée, on pourra parfois passer à développer militaire, si on a accès à des poids, etc. Et parfois, le développé militaire ou les poids sont peut-être plus pertinents à la travailler avant, pour aller attaquer la pike push-up après. Donc la pike push-up, elle me plaît quand même. Donc c'est hyper important. Et puis finalement, calisthénie, qu'est-ce qu'on veut aussi comme muscle? On veut des épaules, on veut un grand dorsal. Donc on va travailler principalement ces muscles-là grâce à la pike push-up et par exemple la traction qu'on verra après. Donc la pike push-up, je la mettrais quand même j'hésite entre S et A, parce que c'est quand même hyper intéressant quand on commence. Mais parfois, il y a quand même mieux avec un militaire en fonction des profils. Et je la mettrais en A. Je la mettrais quand même en A, dans cette même lignée que la handstand push-up. Je la mettrais quand même en A. Mais une fois qu'on l'a eu et qu'on a vraiment poncé la pike push-up, parce qu'on la maîtrise super bien,
elle va redescendre parce qu'elle est quand même toujours prête à subjectivité, etc. Mais on sait la pousser vraiment très très loin parce qu'on sait la lester aussi. Et elle est vraiment pas mal sur ce genre de mouvement. Donc ça va être clairement en S, je la mettrais SA, mais voilà, on va peut-être la garder là-dessus. Traction lestée, donc voilà, ici on va considérer traction globalement, j'ai mis lesté, on va considérer les deux en un, parce que voilà, si tu commences et tu as déjà dit traction, bah, tu vas pouvoir peut-être assez rapidement attaquer la traction, et puis voilà, ça va être ton objectif en fait, de te lester en traction par exemple. Je trouve que c'est un objectif en fait intéressant, et donc pour ça, bah, tu dois passer de 0 à 10, puis peut-être aller chercher un peu plus. Et après, tu pourrais déjà entamer peut-être même à distraction, tu peux déjà commencer à te lester, je trouve, et garder peut-être un jour en endurance, un jour en lesté, et travailler là-dessus. Et après, la traction, bah, elle va être tellement rentable, en fait, elle va te permettre d'attaquer cette traction à un bras qu'on a vu, elle va te permettre d'attaquer ce front lever, de progresser en même temps. Donc la traction lestée, tu peux pas te tromper, tu peux aller chercher ton poids du corps en rep max, même au-delà, en fait, elle sera toujours rentable. Elle te permettra de travailler toutes les figures en vrai, donc la traction c'est génial. Peu importe les prises neutres, extension, même si tu sais pas encore faire une traction, tu vas quand même la travailler à travers d'autres progressions, comme la rack chin par exemple, comme les tractions rack élastiques, ou des tractions négatives et autres. Donc franchement, la traction, il faut la bosser, et donc là, tu auras compris, hein, je pense que c'est S sans aucun doute. Le squat, de nouveau, en fonction des objectifs, j'ai pas mis le pistol. On va regrouper tout le squat, toutes les jambes en fait avec cet exercice-là pour aborder la thématique des jambes. Parce que de nouveau, si nos objectifs sont purement de la calisthénie, ben en fait les jambes malheureusement c'est du poids en plus. Mais c'est, je pense, important quand même à travailler pour la santé, pour l'esthétique, pour d'autres objectifs si tu fais du street lifting, pour le fun, il y a quand même plein d'intérêt à travailler les jambes. Le squat, du pistol squat, je pense que c'est important d'aller débloquer ton pistol squat quand tu commences. Parce que c'est assez chouette. Si tu entraînes sans matériel, bah aussi ça va être un exercice qui va te permettre de t'entraîner correctement. Donc il faut bosser il faut réussir son pistol, je pense. Mais de nouveau, c'est pas ce qui va être le plus rentable pour progresser sur d'autres exercices. Mais il faut le bosser, et puis si tu as accès à du squat et vraiment pousser ton squat super loin, c'est hyper rentable. Donc le squat, je vais le mettre en B, et ça va regrouper un peu tous les jambes en général. Même si forcément, si on met le squat en B, tout ce qui sera un peu renfort, leg extension, autre exercice poids de corps, je les mettrai peut-être plus bas dans la liste, peut-être plus vers du C, qui seront un peu moins rentables, mais qui seront intéressants. Et donc le squat en B, mais c'est pas un exercice qui sera en S. De nouveau, si on est skill spécialiste et qu'on a zéro objectif jambes et qu'on veut être champion du monde, là je le mettrais plutôt en D. Maintenant, si on fait du street lifting, je le mettrais en S parce qu'il faut un gros squat. Donc voilà. Le dips. Très bon mouvement, emblématique aussi, sur lequel on peut facilement progresser à l'infini avec du lest parce que c'est aussi assez cool. Mais le dips, est-ce qu'il sera rentable pour progresser sur plusieurs mouvements? Pas forcément. Est-ce que c'est le meilleur exercice d'hypertrophie pour les pecs ou les épaules ou les triceps? Pas forcément non plus. En vrai, donc c'est pas forcément un indispensable malheureusement, le dips, même s'il est très cool. Parfois on aurait plus intérêt aussi à commencer par des pompes plutôt que du dips. Il fait quand même partie du set and reps et du street lifting, donc il peut être aussi un très bel objectif. Mais le dips, je trouve qu'il est pas si rentable que ça malheureusement, il est pas confortable pour tout le monde. Il demande un peu de préparation, et il prend quand même pas mal de place dans un programme. Il peut fatiguer un petit peu si on est assez performant dessus. Donc le dips, ça sera peut-être pas un S, donc versus la traction. Il travaille pas non plus les muscles les plus pertinents. C'est pas celui qui aura le plus de transfert vers une planche, c'est pas celui qui aura le plus de transfert vers une HSPU. Donc malheureusement, le dips, je l'aime beaucoup, mais je le mettrais peut-être que en B, voire A, mais voilà, il est quand même très pratique, on peut facilement le charger. C'est très motivant de progresser dessus. J'adore le dips, hein. Je vous mens pas, moi j'adore ce mouvement-là, mais j'hésiterais à mettre en A ou en B. Mais je pense par exemple quand on commence, on a plus intérêt à travailler vraiment plus de pompes et de pike push-ups que de dips, sauf si c'est un objectif, mais de nouveau, si c'est pas celui qui sera le plus rentable, je pense.
pour un athlète vraiment complet de calisthénie, je dirais. Le développé militaire, donc un peu comme la handstand push-up, donc ça va être très pertinent pour les épaules. Par exemple aussi, on peut avoir un ratio objectif pour travailler cette handstand push-up. Si on est capable d'overhead press son poids de corps, voire 5 fois son poids de corps, bon, on est quand même pas mal pour aller chercher une HSPU, mais il y a cette composante de skill qui manque. Il est parfois pas super confortable pour la nuque, il faut du matériel, donc il est peut-être moins polyvalent que la pike push-up. Pour l'hypertrophie, parfois on aurait peut-être intérêt à être un peu plus stable éventuellement, développer militaire assis. On peut regrouper ces variantes ou aux haltères ou sur une Smith machine ou sur une machine. Parfois c'est un peu plus léger. Donc je le mettrais. Il est intéressant. Je le mettrais entre le A et le B aussi. Je pense qu'on a plus intérêt en calisthénie à avoir un gros overhead press qu'un gros dips, malheureusement. Et je pense qu'on a poncé un peu la pike push-up à un moment, je pense que ça peut être intéressant de faire un petit cycle là-dessus, avoir une bonne métrique sur la overhead press. Mais de nouveau, si on fait beaucoup de planches aussi et d'autres mouvements, on va quand même stimuler assez bien les épaules, la handstand push-up. Donc voilà, la handstand push-up, je l'ai mise dans l'exercice force, mais on va la garder là. On va la considérer aussi comme les skills. Un développé couché, je l'ai mis parce que voilà, on pourrait parler un peu de powerlifting éventuellement, mouvement emblématique. De nouveau, je pense que les pecs sont quand même sous-cotés en calisthénie. On ne les travaille pas souvent, donc il faut les travailler, notamment à travers du couché, mais pas forcément. Il y a peut-être d'autres alternatives comme des pompes qui seront un peu plus intéressantes pour cette connexion. Et moins fatigantes aussi, un couché ça peut prendre beaucoup de place, mais un couché ça peut aussi bien se transférer sur un dips. Et puis c'est intéressant aussi d'avoir cette métrique, d'avoir une certaine force en développé couché. Mais voilà, on pourra devenir fort en développé couché grâce aux exercices de calisthénie. Donc je le mettrai pas très loin honnêtement. Et puis il peut coûter un peu de fatigue et d'inconfort aussi. Donc le développé couché, je le mettrai entre C et B, mais on va considérer quand même quelques variations. Et je pense qu'on pourrait quand même le mettre là parce que finalement, c'est un peu comme. Ça pourrait être un peu comme un dips, mais avec un peu moins de mouvement. Le développé couché travaillera peut-être un peu moins les triceps. Ça dépend un peu de la variante, si on l'utilise assez bien. Après, on pourrait aller travailler un incliné, par exemple, qui est quand même très très intéressant, avec un angle un peu plus intéressant qu'un couché. Donc je le mettrais quand même en B, peut-être C. Ok, on va attaquer les renforcements. Donc, les renforcements, en fait, ils vont être très importants quand on commence parce que souvent, c'est notre facteur limitant, c'est la masse musculaire. Donc, franchement, on pourrait tous les mettre déjà au moins C, B. Maintenant, on va essayer de s'amuser à comparer les renforts entre eux. Et de nouveau, dans cette tier list, si on fait déjà beaucoup de pike push-up, beaucoup de traction, finalement, c'est un peu une manière de nous renforcer. On va pouvoir essayer de monter les reps dessus. Et donc, ça va déjà caler un petit peu ça. Maintenant, si on veut avoir un profil complet dans son programme, on pourra travailler ses pikes et ses tractions, par exemple, vraiment dans des formats assez intéressants. Force, puis peut-être un peu d'hypertrophie. Et ensuite, on pourra encore ajouter, pour avoir encore un meilleur stimulus et peut-être plus de volume, d'autres renforts comme des développés militaires aux haltères ou des tractions à la machine, par exemple, ou des rowing et autres pour commencer. Ok, on va commencer par le rowing poids de corps. Donc rowing, c'est souvent hyper intéressant. Je pense qu'on commence parce que c'est ce qui va nous permettre, déjà ça va demander peu de matériel, donc très très facile d'accès. Ça va peut-être nous permettre de développer nos premières tractions aussi. Donc accessible à tous, plus facile. Donc c'est hyper intéressant. Mais en termes de fatigue stimulus ratio, de progressibilité, de stabilité sur l'exercice, peut-être qu'on manque quelques petits trucs. Donc une fois qu'on a maîtrisé vraiment le rowing aux anneaux, en fait, il sera peut-être plus hyper intéressant. Mais si on considère qu'on débute, je le mettrais vraiment très haut. Je le mettrais presque en S. Mais si on sait faire des tractions, en fait, on aurait plus intérêt à faire plus de tractions que de rowing aux anneaux. Et donc, il peut quand même pour un débutant, être assez facile et assez enlevable d'un programme. Mais je pense que c'est quand même un super mouvement à travailler, à bien penser au début, donc entre le A et le S. Et voilà, maintenant, si on prend son collègue avec poids, un autre tirage, on va considérer le Helms Row ici, donc c'est un tirage avec le pec supporté. En général un peu plus intéressant, mais où est-ce qu'on va le mettre ce Helms Row? Il pourrait presque être aussi intéressant qu'un rowing aux ados, voire plus. En fait, une fois qu'on a expérimenté, moi j'aurais plus tendance à programmer un rowing à la machine ou un rowing qu'un rowing poids de corps. Donc il pourrait presque aller au-dessus de celui-là. Il sera hyper pertinent pour l'hypertrophie, mais pour commencer, je mettrais peut-être un peu en dessous du rowing aux anneaux.
Donc finalement, il sera peut-être en B, mais on pourrait aussi faire les deux, hein, dans un programme, un jour Rowing Ozano, un jour Elmsrow, même pour commencer. Comme ça, on a les bénéfices. Il pourrait presque être en A et B. Il pourrait passer en A par la suite, en fait, une fois qu'on a poncé. Ensuite, on a une extension, donc là c'est plus une extension deltoïde postérieure, un petit assistance pour le front lever. Donc on pourrait considérer dans celui-là tout ce qui est pullover, lat prayer par exemple, un peu des extensions comme le front, mais assisté à la machine. Donc c'est intéressant, mais c'est pas une priorité. Mais si on a l'opportunité de le travailler, je le mettrai dans certaines phases. Pour des athlètes avancés, ça a plus de sens en général, mais de nouveau, si on a temps illimité, etc., même un débutant pourrait avoir un petit pullover ou un tirage en extension d'épaule dans son programme, ça pourrait toujours être intéressant. Le développé incliné, donc comme le couché, mais je le trouve un peu plus intéressant que le développé couché. Donc là, on va considérer le développé incliné dans la partie pectoraux, plus que épaules, même s'il va combler un peu les deux. Le développé incliné, pour moi, il est quand même génial. Après, on va considérer aussi les haltères, hein. On pourrait le travailler. Donc, je le mettrais quand même au-dessus du couché. Je le mettrais peut-être même un peu au-dessus du dips. Un développé incliné, ça reste quand même un chouette exercice, mais il est quand même assez fatigant. Il prend quand même un peu de place dans son programme. Là où un incliné aux haltères sera peut-être un peu plus intéressant. Donc, un incliné, vraiment pour commencer, en vrai, c'est hyper intéressant. Donc, je le mettrais quand même au-dessus. Je le mettrais vraiment en A. Les fameuses pompes. Les pompes, c'est magnifique, donc c'est vraiment super pour commencer. On va pouvoir les travailler directement avec un déficit, par exemple les pieds avec les mains surélevées, puis on va pouvoir aller travailler avec des variations pose en bas, les complexifier vraiment très 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 loin. Mais de nouveau, les pectoraux ne seront pas le muscle principal, donc on aura plus intérêt à travailler les épaules. Donc je les mettrai peut-être pas non plus en S, et passer un stade, les pompes seront peut-être un peu plus faciles. Mais après, on pourra les lester avec 20, 30, 40 kilos, avec une plaque au-dessus, voire une ceinture. Donc ça va être vraiment hyper intéressant. On peut les pousser vraiment très très loin. Et comme je disais, il faut toujours garder un petit peu de travail de pompes dans son programme. Et je le mettrai peut-être au-dessus d'un coucher, parce qu'il va nous apprendre aussi un peu plus que le coucher il sera plus accessible, plus faisable, moins fatigant. Donc au-dessus d'un coucher, mais pas au-dessus d'une pike. Après, certaines personnes qui n'arrivent pas à faire la pike auront plus intérêt à faire plus de volume sur les pompes pour pouvoir accéder à ça. Donc finalement, ça pourrait être un S en fait pour certaines personnes si on ne sait pas faire la pike push-up. Donc on pourrait parfois placer la pompe en S au-dessus de la pike push-up, mais de manière générale, je la mettrais peut-être quand même un petit peu en dessous. Mais c'est super intéressant. Développé couché aux haltères, où on va le considérer aussi, mais je ne vais pas m'attarder dessus. En A, parce qu'on va plus se concentrer sur les pompes qui feront déjà office de ça, en fait. Donc, ça pourrait être intéressant. Et l'incliné pourrait se combiner assez bien avec les pompes, par contre. Donc, je le garderai quand même un peu au-dessus. Le couché et les dips, même chose, on va le garder où il est, mais on pourrait considérer le dips comme l'hypertrophie. Ensuite, tirage vertical, la traction. De nouveau, ça va aussi être un peu une variante en hypertrophie. De nouveau, on va pouvoir par exemple faire un jour en lesté et un jour en hypertrophie où on va essayer de chercher un peu plus de reps. On va peut-être adapter un peu la technique de la traction pour la rendre un peu plus stimulante, avec des variantes de coude et autres. Donc avec des positions de coude et un tempo et une trajectoire différente. Mais donc on va la garder clairement en S. Hein. De nouveau, on aura plus intérêt à vraiment travailler ce tirage vertical qui développera super bien le grand dorsal et qui se transférera vraiment bien sur des figures ou d'autres objectifs. Donc clairement, ça va être hyper intéressant. Et ensuite, on va prendre les collègues de la traction, donc tout ce qui est lat pull down assisté, peut-être même du rack chin comme progression vers un tirage vertical, dans une fourchette vraiment et une technique appropriée à l'hypertrophie, en prise neutre, en prise large. Donc un lat pull down, pour moi, il faut le travailler quand on débute. Si on a accès à une poulie, il doit faire partie de son programme, je pense. Ça serait presque un S. Hein. Un lat pull down pour un débutant, je le mettrais presque en S. Franchement, je le mettrais même. Après, de nouveau, peut-être si on n'a pas un lat pull down, c'est juste ça, c'est le matériel. Et si on sait faire quelques tractions, on n'en a peut-être pas besoin. On a peut-être plus intérêt quand même à faire des tractions. Les tractions peuvent se suffire quand même. Donc je le mettrais peut-être pas en S non plus, mais franchement, il est pas loin. Il est vraiment pas loin, un lat pull down. Ça reste assez intéressant. Poussée verticale, donc là on a mis un militaire, on a mis un overhead press à une main. Donc ceux-là on va les considérer aussi pour l'hypertrophie, on les a déjà classés, très très pertinents.
Pour l'hypertrophie, on pourra peut-être mettre sur certains exercices comme un développé militaire aux haltères supérieurs à la pike push-up pour la stabilité et la technique moins en skill, la plus grande facilité à aller proche de l'échec et l'accessibilité, mais on va peut-être le garder quand même au-dessus. Et un développé, donc je le mettrais aussi en A par exemple. On pourrait faire des pike push-ups et ensuite des développés militaires aux haltères, qui serait super intéressant. Donc les développés militaires, hein, on peut les faire à deux mains, à une main, assis avec support, debout, à nous trouver ce qui nous correspond le mieux. De nouveau, si vous voulez que je fasse une tier list pour l'exercice d'hypertrophie, on pourra s'amuser aussi. Mais donc dans l'ensemble, ça partirait plus là-dessus. Tout ce qui est assistance, Zanetti press, élévation frontale aux haltères, là pour travailler vraiment l'épaule en flexion. Où est-ce qu'on va les mettre? Comme les inclinés, comme les pull-over. Je les mettrais, enfin même pour un débutant en vrai, je les mettrais même peut-être un peu en dessous. Je les mettrais en D, hein. Je les mettrais vraiment en D pour quelqu'un qui commence. Je ne mettrais pas d'élévation spécialement frontale dans son programme. Les biceps. Les biceps, ça va être hyper intéressant. De nouveau, on a vraiment besoin de gros biceps pour les planches, pour la fin de la traction en bras. Donc c'est vraiment un muscle hyper important. Donc il faut, je pense, avoir les biceps hyper utile. Et quand on commence, vous allez travailler en hypertrophie, ça va être super intéressant. Je les mettrais vraiment limite en S en fait. On a presque intérêt à le travailler. Mais de nouveau, c'est matériel. La traction sera plus rentable. Donc en fait, on pourrait ne pas faire de biceps et quand même les travailler finalement. Donc c'est peut-être pas le S, mais c'est hyper intéressant. Et on va essayer de comparer les deux exercices les plus qu'on sait qui ont en général le plus d'avantages pour les biceps. Un biceps curl incliné, un preacher curl et un exercice biceps poids de corps, un curl classique, voire même un pelican, mais qui est quand même plus traumatisant, plus difficile d'accès aussi pour les débutants. Donc moi je mettrais quand même le curl incliné et le preacher en A, mais je les mettrais quand même en dessous en B. Après peut-être même en C, mais en vrai on va quand même essayer de les travailler. Il faut travailler les biceps quoi qu'il arrive. Mais voilà, une petite paire d'haltères, même si on ne fait pas de preacher ou d'incliné, on peut quand même travailler les biceps aussi avec d'autres variations, comme des curls classiques, prise marteau, ça peut être intéressant aussi. Ensuite, les triceps extension, donc on va essayer de comparer deux exercices. Un triceps extension overhead, on pourrait très bien faire un push down aussi, mais l'overhead, on sait qu'il sera un peu supérieur parce qu'il y a un peu un étirement, donc assez intéressant. Et un triceps extension zone, c'est un peu la même chose, mais de nouveau, peut-être plus difficile d'accès. Juste au matériel, mais un peu plus dur à exécuter correctement, à s'approcher vraiment de l'échec sans être limité par les abdos par exemple, par le corps. Donc je mettrais quand même un overhead au-dessus, et les triceps c'est hyper intéressant pour l'handstand push-up, pour le front lever à la limite, pour le muscle-up, donc vraiment très pertinent. Donc si on met les handstand push-ups assez haut, c'est assez intéressant, on a plus intérêt à avoir quand même des gros triceps, hein. Donc je les mettrais vraiment haut. Même si les pompes vont quand même bien les travailler. On les mettrait quand même entre B et A, mais je les mettrais quand même en A, les triceps. Aux anneaux, je le mettrais. Ensuite, on va parler un peu corps, hein. Donc on a déjà abordé le Dragon Flag, donc ça on l'a déjà abordé. Maintenant, on peut aller chercher des corps un peu plus spécifiques pour l'hypertrophie avec un étirement. On peut aussi parler hollow body, haute position. Je les ai pas mis dedans, mais on aurait pu les travailler. Mais on va parler par exemple juste d'un un relevé de jambes comme ça en suspension. De nouveau, si on travaille bien ces exercices principaux, on va déjà devoir les développer, donc peut-être que c'est pas du tout indispensable, mais ça reste peut-être un outil sur du long terme. Si on a un peu de place dans ce programme, pourquoi pas les travailler, avoir un peu de rendement là-dessus, à travers des mouvements dynamiques avec étirement, ou les figures de force finalement qui vont les travailler. Donc, pas indispensable, mais ça peut être un outil en plus, mais je le mettrais pas très haut non plus, hein. Je le mettrais pas trop haut. Entre le B et le C, je dirais, mais je le mettrais quand même en C malheureusement, même si c'est cool, hein, les routines corps qu'on aime bien beaucoup, poids du corps qui sont un peu emblématiques de la calisthénie. Quand on pense calisthénie, on pense souvent corps, mais abdos, mais en vrai, je le mettrais pas si loin que ça. Voilà, on a une belle tier list là, ça ressemble à quelque chose. Donc au final, si on devait en garder quelques-uns, qu'est-ce qu'on doit travailler comme mouvement objectif quand on commence? Handstand, traction lestée, pike push-up, et voilà, avoir comme objectif peut-être un HSPU, une grosse traction lestée,
potentiellement un muscle up, et puis les figures qu'on veut bosser, planche, front lever, peut-être un skin de 4 si on veut le bosser. Dragon Flag, ça reste un mouvement très cool à débloquer. Ensuite, un rowing anneau, si on a accès du poids d'un petit développé incliné, des pompes, traction, lat pull down, des overhead press aux haltères, biceps extension, biceps curl incliné et curl classique. L'air de rien, si vous regardez les programmes que je fais à des débutants, il y a quand même en général quasiment tout le temps ces exercices-là. Donc je crois que je suis un peu biaisé. S'ils ont accès à du matériel en fonction aussi de ça, des contraintes, si on a un peu plus d'opportunités, on va aller travailler d'autres mouvements même d'autres exercices. On n'a pas parlé d'élévation latérale aux haltères, etc. De nouveau, mais on aurait pu rajouter pas mal de petites choses. J'ai essayé d'être plus ou moins concis. Et voilà, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite tier list. N'hésite pas, je vous vois depuis le début, n'hésite pas à commenter si tu es d'accord avec ça, pas d'accord, si ça t'a été utile et si tu veux éventuellement que je t'en fasse d'autres par la suite. C'était Zero's Workout.